Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour Mesdames, bonjour Messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. J'espère surtout que vous allez passer cette heure avec nous, heure au cours de laquelle nous allons réfléchir à la problématique haïtienne. Le format de l'émission d'aujourd'hui sera différent des autres formats. Pour quelle raison? C'est qu'aujourd'hui, nous allons recevoir un invité de marque. Une coalition de la diaspora haïtienne à Montréal a fait venir le gouverneur Fritz Jean, qui est le président élu de l'accord Montana. Il va faire le tour des diverses communautés de la diaspora haïtienne afin de leur parler, afin d'être à l'écoute de ce que les Haïtiens, de ce que les Haïtiennes auront à dire. Nous profitons de son passage à Montréal pour avoir son point de vue sur la crise haïtienne, pour entendre ce qu'il a proposé comme solution haïtienne à la crise actuelle.
Vous connaissez le rituel. À ce stade-ci, nous allons vous inviter à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Sauf que, contrairement aux autres dimanches, je n'ai pas ma légendaire tasse. Vous l'aurez compris, vous me le pardonnerez. Nous allons donc réfléchir à deux ce matin, mais nous espérons que la réflexion que nous allons avoir avec le gouverneur Fritz Jean, président élu de l'accord Montana, nous espérons donc que cette réflexion suscitera aussi chez vous l'envie de réfléchir sur la crise. Et mon espérance, c'est qu'au terme de l'émission, nous puissions voir clair à ce qui se passe dans notre pays, puisque M. Fritz Jean vit en Haïti, mais qu'il puisse aussi nous redonner espoir, car les jours sont mauvais, les nouvelles sont très mauvaises, et nous sommes plusieurs à nous demander s'il y a encore une porte de sortie. Merci de votre assiduité, merci de votre écoute, merci surtout de l'attention que vous nous accorderez au cours de la prochaine heure. Avez-vous entendu parler de l'événement le plus excitant de l'année? Eh bien, c'est le moment de le découvrir. Ce 30 avril, JFIRA, un regroupement de femmes, organise un événement unique en son genre. Un meet and greet avec l'une des plus grandes voix de la musique haïtienne, Alan Kavé et ses magnifiques chansons en toute intimité. En participant à cet événement, vous soutenez une bonne cause, la collecte de fonds pour la fondation Timoun Sélumier la vie, qui a pour mission de défendre les droits des enfants, d'assurer leur protection, tout en favorisant leur éducation. Alors, manquez pas cette opportunité de passer un après-midi inoubliable en compagnie du roi du Compalove, Alan Kavé. Faites vite, les places sont limitées. Achetez vos billets dès maintenant au www.eventmelise.square.site. Pour information, composez le 514-295-0565 ou 514-781-6258. Mes amis, venez des JFIRA et des Timoun Nouyo Lakay. Billets à partir de $80 comprend le cocktail dînatoire. Ouverture des portes dès 15h au Baya Studio, situé au 642 boulevard Guimont, Longueuil. Voilà, nous sommes de retour, mesdames, messieurs. Merci de votre assiduité. Nous sommes donc en compagnie aujourd'hui du gouverneur Fritz Alphonse Jean. Monsieur Jean a fait des études de doctorat en économie aux États-Unis. Il est détenteur d'une double maîtrise en mathématiques, en économie et en monnaie. Monsieur Jean a occupé de très hautes fonctions, que ce soit aux États-Unis et en Haïti, où il fut gouverneur de la Banque centrale. Il a travaillé comme consultant à la fois pour l'État haïtien et pour le secteur privé. Il est professeur d'université, il est auteur. C'est un monsieur qui est très consulté en matière de questions économiques, en matière de questions de fiscalité en Haïti. Monsieur Jean, merci d'accepter notre invitation. Comment allez-vous, monsieur Jean? Bon, merci Jean-Fils Aimé de l'invitation. Je dois dire que par rapport à ce qui se passe dans le pays, on ne peut pas dire que je vais bien. Et tout le monde est un peu anxieux, tout le monde est un peu inquiet de l'évolution de la situation en Haïti et surtout, les vols continuent, les kidnappings continuent, les viols continuent. Et lorsque je parle de viols de femmes, mais je parle aussi de viols de petites filles en Haïti. Et cela, lorsqu'on regarde les statistiques, c'est effarant. Pour cette année de janvier à aujourd'hui, on parle de plus de 500 kidnappings. Donc les viols ne se comptent pas, les vols ne se comptent pas, les meurtres ne se comptent pas. En fait, nous sommes en train de vivre en Haïti une situation meurtrière. Et c'est ça la situation. Mais si vous voulez, au niveau physique, le Grand Port-au-Prince est complètement assiégé. Le dernier passage qui restait, c'est du côté de Onaville pour aller du côté de Croix-des-Bouquets, ensuite se rendre dans le plateau central. Ça aussi, c'est fermé. Donc là, maintenant, pour pouvoir sortir du Grand Port-au-Prince, il faut négocier. Il faut négocier avec les gangs armés. Il faut négocier avec les groupes armés, les groupes qui sèment la terreur dans ce pays. Évidemment, on est assiégé. La grande pénétration ne se fait pas encore, mais de temps à autre, il y a une petite pénétration.
Parce que les kidnappings qui se font aujourd'hui se font au grand jour et se font au niveau de la route de Frères, se font à Pétionville, se font un peu partout dans le Grand Port-au-Prince, mais là au vu et au su de tout le monde. Les forces de sécurité sont complètement dépassées par la situation. Donc c'est ça la situation que nous sommes en train de vivre ici en Haïti en même temps. Monsieur Jean, lorsque j'ai lu votre CV, lorsque j'entends vos entrevues, lorsque je me rappelle tout ce que vous avez fait à l'étranger, votre carrière dans des institutions internationales, il m'est venu à l'esprit une pensée, celle du docteur Martin Luther King, qui eut à dire dans le contexte de la crise socio-économique que traversaient les États-Unis. Nous sommes dans les années 50, nous sommes dans les années 60. Et Martin Luther King eut à lancer cette phrase qui m'est revenue à l'esprit. Il nous faut soit apprendre à vivre en frères, ou nous allons périr comme des idiots. Lorsque je vous entends parler de la crise, lorsque je sais aussi tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez amassé comme bagage intellectuel, comme bagage expérimental, je dis, dans ce contexte où les frères sont en train de s'entretuer, j'ai une question pour vous. Quelle est votre motivation à vouloir gouverner ce pays? Je me suis dit, soit que vous êtes inconscient, à l'évidence vous n'êtes pas inconscient, parce que vous êtes conscient des risques, vous êtes conscient des malheurs que traverse votre peuple, soit que vous êtes fou, sauf le respect que je vous dois. Parce que quand on regarde la situation, je me dis, ça prend une dose de, bon Dieu, de courage, de bravoure pour vouloir gouverner ce pays-là. Quelle est votre motivation, Monsieur Fritz? Vous voyez, et Jean, un pays, ce ne sont pas les rivières. Un pays, ce ne sont pas les arbres. Un pays, ce n'est pas la terre qui nous regarde. Un pays, le concept de pays, c'est, si vous voulez, c'est un imaginaire collectif. C'est ce qui fait ce pays. Et cet imaginaire collectif, qui le nourrit? Ce sont les hommes, ce sont les femmes de ce territoire qui nourrissent cet imaginaire collectif. Et la question est un peu intéressante parce que la dernière conférence que j'ai eu à faire pour des étudiants au Cap Haïtien, je leur parlais justement du bois caïman. Je leur disais, combien d'entre vous connaissent Cécile Fatima? J'étais étonné, dans une salle de 300 personnes, il n'y avait qu'une fille qui connaissait l'existence dans ce temps-là de Cécile Fatima. Personne ne savait que Cécile Fatima, c'était la femme. C'était l'une des leaders, bien sûr. Ah ouais? C'était l'une des femmes qui a dirigé cette cérémonie. Voilà. Ce congrès politique. Ce congrès politique. Et elle était là, elle était présente. Mais je dis ça pour répondre à votre question, pour dire que, vous voyez, l'histoire de ce pays, l'histoire de tout pays, se construit justement par des hommes et des femmes qui disent que pour nous, pour pouvoir subsister, nous devons faire connaître aux générations futures comment, de quoi on est sorti. Et de fait... La trajectoire. Voilà. Et de fait, l'une des questions, j'ai commencé avec cette réflexion, c'est pour dire que Haïti est né de cette révolution qui dit toute personne qui met les pieds sur cette terre devient une personne libre. Et en fait, que ce soit Dessalines, que ce soit Pétion, ou même avant eux, Toussaint Louverture. Même avant eux, justement, ils faisaient des négociations avec les bateaux qui passaient pour pouvoir y libérer des esclaves. Et là, regardez, c'est étonnant pour voir en 2023, un pays, nous sommes nés avec justement cette notion de liberté. Nous avons offert au monde entier l'idée de liberté de tous et de toutes. Et voilà, c'est ce pays. C'est ce dans lequel nous vivons là maintenant, où les enfants de ce pays sont en train de kidnapper leurs frères, sont en train de violer leurs sœurs. C'est inouï. C'est comme si
l'imaginaire collectif que l'on devrait avoir, l'imaginaire collectif qui devait nous servir comme guide, comme pays, on nous a dérivés de notre chemin. On nous a construit un autre imaginaire collectif. Donc, lorsque vous me dites, vous posez la question, quelle est la motivation? La motivation, c'est que nous devons retourner à la naissance de ce pays. Donc, ce n'est ni de la folie, ni du cynisme, c'est l'amour pour ce pays. Bien sûr. Et ce pays, cette terre de liberté, nous devons dire à tous, nous sommes nés avec cette notion de liberté et nous avons offert au monde cette notion de liberté. Ce n'est pas possible que nous sommes en train de vivre cette situation grave en Haïti où des petites filles se font violer en Haïti. Des petites filles de moins de 10 ans se font violer en Haïti. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est que ce quelque chose, si vous voulez, c'est une construction. Et cette construction, nous devons la déconstruire. Et là, nous sommes là, des gens comme vous, comme moi, nous devons déconstruire ce mauvais imaginaire collectif qu'on nous a imposé. Il y a un autre imaginaire collectif qui doit refléter ce que nous sommes. Professeur Fridjan, qui êtes-vous? Vous êtes haïtien à l'évidence. Je sais que vous avez fait des études aux États-Unis. Vous êtes rentré en Haïti pour y faire carrière dans la fonction publique, dans le professorat. Mais qui est Fritz Alphonse Jean? Il est né où? Il a fait ses études primaires et secondaires où? Il a laissé Haïti en quelle année? Il y est revenu quand? Qui êtes-vous, monsieur Jean? Bon, Jean, en fait, un citoyen haïtien qui aime son pays. Un citoyen haïtien aussi qui aime le monde. Un citoyen haïtien qui comprend que nous avons une place dans l'histoire de l'humanité. Un citoyen haïtien qui dit que, écoutez, par rapport à toute cette trajectoire que l'on a eue, à partir de 1803, en 1791, on doit offrir quelque chose d'autre au monde entier. Pour moi, je fais partie de cette histoire. Je suis né et dans un coin de terre qui s'appelle le nord de ce pays. Je suis né au Cap-Haïtien, mais en fait, on me connaît comme quelqu'un de Sainte-Suzanne, parce que tous mes ancêtres viennent de Sainte-Suzanne. Et de fait, moi, ma résidence est à Sainte-Suzanne. Parce que, un petit peu dans le nord-est. Et pour les gens qui ne connaissent pas, je suis dans le nord-est. Et donc, pour aller à Sainte-Suzanne, partout du nord, les gens qui ne connaissent pas trop bien la géographie de ce pays, Limonade, Trou du Nord, et puis on monte 12 km, on va à Sainte-Suzanne. Voilà, donc moi, j'ai fait mes études au Cap-Haïtien. Après mes études au Cap-Haïtien, je me suis rendu aux États-Unis pour des études universitaires. Et là, justement, comme je le disais à des gens, et au cours de mes études, je suis revenu au Cap-Haïtien. En fait, j'ai même pas terminé mes études secondaires au Cap-Haïtien parce qu'on disait qu'on allait m'arrêter. Nous sommes sous quel gouvernement? Nous sommes sous le gouvernement de Jean-Claude Duvalier. Et là, donc, je suis parti pour ne pas me faire arrêter. Je suis retourné 3 ans plus tard à l'aéroport. On m'a retenu à l'aéroport et on m'a conduit en prison. Et là, si vous voulez... Vous avez fait de la prison? Ah oui, bien sûr, j'ai fait de la prison. Et je n'aime pas trop en parler pour une simple raison. Et des gens pensent que... Et d'ailleurs, moi, je n'aime pas cette posture victimaire. Mais c'est parce qu'on veut vous connaître. C'est ça. Bien sûr. On connaît le gouverneur, on voit l'analyste, mais derrière l'analyste, derrière le gouverneur, il y a une histoire humaine et on voudrait l'entendre, cette histoire. Très bien. Et donc, oui, j'ai fait de la prison. Et le pire, vous voyez, le pire de mon expérience au niveau de la prison, c'est pas vraiment la période carcérale. La période carcérale. Le pire, c'est justement après la période carcérale. Et c'était un dimanche. J'ai été relâché un dimanche et arrivé chez moi. Avez-vous été torturé? Et je ne veux pas en parler. Vous avez été maltraité? Bien sûr, comme tout le monde en prison. Et en ce temps-là, et je dois vous dire, à minuit précis, c'est la séance. C'est la séance de la torture. On entendait toutes sortes de cris au niveau des cachots, ici, à Port-au-Prince. Et là, vous voyez, lorsque j'ai été relâché, il y a quelqu'un du quartier qui était aussi en prison pendant beaucoup plus longtemps que moi. Je pense lorsque je l'ai vu, et probablement c'était quelqu'un qui était en prison pour une bonne dizaine d'années. Et puis il a dit qu'il voulait me voir. J'ai vu ce monsieur, donc j'étais le seul à le voir dans le quartier. Il a dit que comme moi j'ai été relâché le même jour que lui, que je devais venir le voir. J'ai été le voir. J'ai vu ce monsieur, probablement quelqu'un de 6 pieds, un peu une sorte de mulâtre, avec les cheveux grisonnants, mais les cheveux fins.
J'ai l'impression de quelqu'un qui souffrait de malnutrition, après des tortures, etc. Les conditions de vie en prison, c'était vraiment les os et la peau. La tristesse pour moi de cette expérience, c'est qu'il m'a dit, et Monsieur Jean, où est comme président? Bon, il a gagné. Et lorsque je l'ai entendu, j'ai pleuré. Pour voir le niveau de oui, c'est ça. Le niveau de d'aliénation. D'aliénation. Niveau de déshumanisation que nos frères nous font subir. Et là, si vous voulez, après, je suis retourné aux États-Unis. Donc, quand vous êtes sorti de prison, vous êtes retourné aux États-Unis? Je suis retourné aux États-Unis, j'ai poursuivi mes études en mathématiques et en économie, ensuite en maîtrise, et ensuite j'ai fait le cursus de doctorat au New School for Social Research avec spécialisation en monnaie et banque et commerce international. Donc, si vous voulez, c'était ça mon parcours aux États-Unis, et qui était un parcours intéressant dans la mesure où le New School, c'était, si vous voulez... C'était un terroir d'intellectuels, de gauche, de gens qui pensent, qui réfléchissent, c'est ça, qui veulent refaire le monde. Voilà. Et là, on a pu rencontrer des gens qui venaient de partout, que ce soit de l'Afrique du Sud, de l'Amérique latine. Là, c'est l'Afrique du Sud de l'apartheid, là. L'Afrique du Sud de l'apartheid. Et en fait, le New School, moi, je faisais partie du gouvernement et des étudiants. Et là, on a organisé des démonstrations monstres avec, c'était le New School, le New York University, Columbia University, pour la libération de Mandela. Et tout ça, si vous voulez, et pour moi, ça a replacé la carte d'Haïti pour moi et à sa vraie place. Sa vraie place, c'est-à-dire que les gens ont reconnu la nécessité de connaître mieux Haïti. Et c'est dans ce cadre que j'ai invité le feu professeur Carrie Hector, qui historien. J'ai invité, et politologue aussi, j'ai invité Anselme Rémy pour venir au New School faire des conférences, justement pour que les gens puissent mieux connaître Haïti. Donc, si vous voulez, dans ma trajectoire, ça a été pour moi toujours une boussole. La boussole de mieux faire connaître notre place dans l'histoire du monde, notre place dans l'histoire de l'humanité. Et surtout pour faire connaître aux gens que cette affaire de liberté universelle, nous sommes des pionniers. Et il fallait le faire connaître. Il fallait le faire connaître avec des gens mieux outillés que moi. Et c'est pourquoi j'ai invité des professeurs haïtiens pour venir et discuter, avoir une conversation sur Haïti. Donc, après mes études, je suis revenu en Haïti. Mon premier... À la chute des Duvaliers. À la chute des Duvaliers, bien sûr, parce que je n'ai pas osé. Donc, j'étais comme tout le monde, ici, dans la diaspora, participant dans des organisations politiques, participant, si vous voulez, dans toutes sortes de démonstrations contre la dictature en Haïti. Et là, j'ai fait ce parcours. Ensuite, je suis retourné en Haïti. Mon travail en Haïti, le premier travail que j'ai eu, et je fus professeur d'économie. À la faculté d'économie et après, bien sûr, à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, bien sûr. Et justement, lorsque je regarde ce parcours, la tristesse que j'ai en regardant ce qui se passe là maintenant au niveau d'éducation en Haïti, lorsque je faisais des cours à la faculté d'agronomie, il y avait des étudiants en maîtrise de Laval qui prenaient des cours dans les échanges que l'on faisait. Il y avait des étudiants en maîtrise à l'université Laval qui prenaient des cours au niveau de la faculté. Chez vous. Donc aujourd'hui, les choses se font en un seul sens. On ne veut même pas reconnaître le diplôme haïtien ces jours-ci. C'est pour dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ce pays. Et c'est ce quelque chose qui s'est passé nous a réduits à ce niveau. Et il y a des gens qui ont contribué, que ce soit au niveau national ou au niveau international, qui a réduit le pays à ce niveau de déliquescence institutionnelle, à ce niveau de déchéance et sociale, à ce niveau de turbulence politique qui, justement, a ramené le pays à cette position au niveau du monde où presque tous les rapports, la première phase, c'est Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère. Écoutez. Donc il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Alors que justement, la place que l'on devrait avoir, la place que l'on doit avoir, notre vraie place, c'est le pays de la liberté. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Et nous avons contribué à libérer tant de pays, à faire reconnaître leur statut de pays. On n'est pas là pour ça, pour parler d'autres pays.
Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Professeur Fridjan, dites-nous, vous êtes rentré en Haïti en 86 et depuis 86, vous y êtes très actif, professeur d'université. Vous avez travaillé à la Banque centrale d'Haïti, gouverneur adjoint, gouverneur. Vous étiez consultant pour l'État haïtien et pour le secteur privé, donc vous connaissez la machine étatique haïtienne. Quelle est, professeur Jean, aujourd'hui, votre lecture de la crise? Quand on dit crise haïtienne, qu'est-ce à dire? Quelle est votre lecture de cette crise? Oui, Jean, pour moi, lorsque vous posez cette question, la première chose que je vois, c'est le cheminement de l'évolution de l'économie haïtienne. Un cheminement qui est lié à un État prédateur et un groupe, secteur privé, évidemment. Ça a commencé, lorsqu'on parle de secteur privé, ça a commencé avec les grands propriétaires fonciers. Et c'est pourquoi, lorsqu'on parlait d'hommes riches en Haïti, la terminologie, c'est Grandon. C'est pour dire que qui avait la terre avait des richesses. C'était la seule source de richesse. Voilà. Donc, tout le long du 19e siècle, ce que l'on faisait en termes de mode d'accumulation, c'est des gens qui ont des terres et avec des contrats conduits avec des paysans, des contrats de 2 moitiés. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que 2 moitiés, c'est-à-dire le paysan cultive la terre, il a un tiers et l'État a un tiers et les propriétaires fonciers ont un tiers. Donc, en fait, la solution, justement, pas la solution, la conséquence de ce mode d'accumulation dans ce pays, c'est que les gens qui profitaient le plus de ce type d'accumulation, c'était pas les paysans. C'était pas les paysans. Et le pire de tout ça, ils n'ont pas réinvesti leur profit dans l'agriculture. Ils ont seulement confié l'un des secteurs les plus importants aux gens les plus démunis, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau formation et que ce soit au niveau financier. Et c'est pourquoi il y a eu cette dégradation de l'agriculture. L'agriculture qui représentait quelque chose comme 85% de notre économie. Et l'agriculture est réduite à quelque chose comme moins de 20%. Aujourd'hui, on importe tout. On importe presque tout. Et la chose que les gens n'ont pas compris, vous voyez, et après, et avec l'exode de la campagne vers les villes, pour toutes sortes de raisons, les affaires de Duvalier, les 22 ceci, les 22 cela. Bien sûr, les gens vont à Port-au-Prince, les gens vont à Port-au-Prince, ils y restent, etc. Ce que les gens n'ont pas compris, vous voyez, les consommateurs étaient du côté du milieu rural, c'est-à-dire la majorité des consommateurs. Là, il y a eu un déplacement de la population. Là, le lieu de production n'est plus le lieu de la consommation. Donc, il faut apporter la nourriture de la campagne vers la ville. Après, sauf qu'il y a à peu près personne pour travailler l'agriculture à la campagne. Ça devient 2 problèmes. Non seulement il n'y a pas beaucoup de gens pour travailler l'agriculture, mais aussi il n'y a pas, et les infrastructures ne sont pas aussi... n'ont pas été préparées pour accueillir autant de gens. Voilà. Et aussi pour faire circuler les marchandises. Donc il y a eu, si vous voulez, une sorte de dichotomie qui s'est installée dans la production et la commercialisation des produits en Haïti. Donc ça a commencé avec ça. Donc les gens, comme l'agriculture ne rapporte plus, comme c'était le cas au 19e siècle, les gens là ont émigré. Je parle surtout des Grandons, ils ont émigré vers Port-au-Prince. Et Georges Anglade le dit bien. Géographe, oui. Ah oui, Georges Anglade le dit bien.
Jean Glade le dit, à la fin du 19e siècle, l'agriculture a complètement perdu sa capacité de production. Et là, les grands hommes qui occupaient, qui détenaient les terres, sont venus à Port-au-Prince. Et ça a été, si vous voulez, la guerre et une bataille rangée entre les grands hommes des provinces et les grands hommes de Port-au-Prince. Et il a dit les bourgeois de Port-au-Prince, les bourgeois du bord de mer. Et bien Oui. sûr, comme les grands hommes des provinces ne connaissent pas la réalité, ils ont perdu la guerre. Mais la chose, ils ont perdu la bataille. La chose qu'il faut retenir, c'est que les gens qui détenaient les terres, ils n'ont pas réinvesti et on a eu cette dégradation de l'agriculture. Et là, Haïti devient, à la fin du 19e siècle, un pays qui exportait exclusivement le bois. Ce que Turnier appelle l'industrie des fainéants. Paul Turnier. Alain Turnier. Alain Turnier appelle l'industrie des fainéants. Donc, si tu veux, et si vous voulez, et Jean-Fils Aimé, la dégradation de la situation économique d'Haïti commence à partir de ce mode d'accumulation, de prédation, où l'État n'investit pas, où l'État ne prend pas soin de la population, où une classe de privilégiés, c'était les grands dons, et là, c'est devenu une classe de privilégiés, des gens qui importent, qui importent et exportent vers Port-au-Prince, vers d'autres pays. Et là, tu deviens, au début du XXe siècle, une économie qui est devenue une économie exclusivement d'importation de bois et d'exportation de bois et d'importation de produits alimentaires. Et là, si vous voulez, au début du XXe siècle, l'économie haïtienne est devenue une économie qui est passée de 85% en produits agricoles faisant partie du PIB à 50-60. Et ensuite, là, on est réduit à moins de 20% du PIB comme composante de la crise du PIB. Mais là, comme nous sommes devenus un pays totalement dépendant, un pays et qui dépend essentiellement de la diaspora, là, la bataille qui se fait à Port-au-Prince, comme le lieu de centralisation et de concentration de toutes les richesses, la bataille qui se fait devient une bataille essentiellement pour le contrôle des privilèges. Et là, ce que les gens doivent comprendre... Et vous appelez ça l'économie de la violence, l'économie de la votre violence. livre. Et là, pour faire une longue histoire et très courte, on peut regarder ce qui s'est passé en 2004. En 2004, lorsque la marge de profit de ces importateurs de produits alimentaires se réduisait, et se réduisait pour des raisons évidentes. Parce que l'État veut aller chercher ses taxes. Voilà. L'État, pour des raisons fiscales. Mais aussi la baisse du pouvoir d'achat de la population qui s'appauvrit de plus en plus. Vous voyez, les gens ont orchestré le coup d'État contre Aristide. Parce qu'ils disaient que le président Aristide était contre leurs intérêts, etc. Ils ont été chercher Guy Philippe. Ça, si vous voulez, ça, la première pierre pour l'édifice de la capture de l'État commence en 2004. Avec le coup d'État de 2004, si on voit les données du ministère de l'économie et des finances, Jean-Fils Aimé, c'est ahurissant. Qu'est-ce qu'on y voit? Ça a été une orgie de franchise accordée. C'est-à-dire le gouvernement de transition de Gérard Latortue et de Boniface a accordé des franchises à peu près à tout le monde. Des franchises à tout le monde pour 25 ans. Et là, ce sont des gens qui ont orchestré le coup d'État. Okay? Donc là, on commence à voir... Donc les APED, les mettez-en, les Bidjo, etc. Toujours les mêmes. Et là, si vous voulez, avec 2004, c'est une nouvelle ère. C'est-à-dire les relations de l'État. Si avant, évidemment, l'État était faible, mais l'État existait. Si vous voulez, de 57 à 86-87, c'était encore l'État. Et même pendant le coup d'État, l'État existait à travers les militaires. Avec Aristide 90-91, bon, évidemment, et puis ensuite les militaires, l'État existait. C'est-à-dire, les gens quémandaient encore, sollicitaient des privilèges. De l'État. De l'État. En 2004, les relations commencent à changer. C'est eux qui ont fait leur coup d'État. Ils ont imposé un gouvernement. Un modèle à l'État. Voilà, ils exigent des privilèges. Et c'est pourquoi ils ont eu toutes ces franchises, tous ces privilèges, ces passe-droits, etc. Et là, l'État se trouve kidnappé, l'État se trouve, bon Dieu, pris en otage
par ce secteur-là. C'est ça. Mais si vous voulez, jusqu'à présent, c'était, si vous voulez, on exigeait des privilèges. La prise d'otage va vraiment se faire à partir de l'avènement de M. Martelly. Expliquez-nous cette prise d'otage à partir de 2011, de sous Michel Martelly. À partir de 2011, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là qui ont investi pour le coup d'État en 2004, ils ont investi encore beaucoup plus avec Martelly. Là, c'est comme renforcer leur poigne. Nous avons 33% de nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas haïtiens, qui sont dans la francophonie, en Afrique, qui sont en Europe, etc. Quand vous dites ces gens-là ont pris en otage, de qui parle-t-on? Je parle de 3 groupes de gens. Je parle de hauts responsables de l'État. Je parle une frange, il faut bien préciser, une frange du secteur privé, parce que les gens doivent comprendre, il n'y a pas un secteur privé homogène. Il y a, si vous voulez, une diversité dans le secteur privé au niveau d'Haïti. Donc il y a des gens qui profitent mieux et que d'autres des privilèges des passe-droits. Et le fait, il y a quelqu'un, j'ai vu une littérature sur cette chose-là, et puis quelqu'un qui lisait mon livre, il me dit, en fait, il a écrit quelque chose, il a dit, vous voyez, il faut regarder, comme vous dites qu'il n'y a pas un secteur privé homogène, il faut regarder les gens, il faut disséquer en 2 catégories. Il y a des gens qui activement participent dans la prise d'otage. Dans la prise d'otage, il y a des corrupteurs, disons des corrupteurs actifs, et puis il y a des gens qui participent de manière passive. C'est-à-dire? De manière passive, c'est-à-dire qu'ils sont obligés, eux aussi, d'utiliser les prébendes, d'utiliser les passeports. Ça s'appelle la corruption. Ah oui, mais de manière passive, dans la mesure où, s'ils ne le font pas, ils vont perdre leur business. Ils seront plus compétitifs. Parce que s'il y a un rapport de la Banque mondiale, c'est un rapport, non, du Fonds monétaire international, publié en 2000, non, c'est Banque mondiale, excusez-moi, publié en 2015. Ce rapport disait, il y a 5 groupes qui ne payaient que 3%. Comme de frais leur de douane. taxe. 3% de frais de douane. Frais de douane. Et donc, toute personne ou toute entreprise qui ne fait pas partie de ce groupe payait les taxes normales. Les taxes normales. On parle de 11%, ça dépend du produit, même 27%. Donc, on peut voir, par exemple, pour un produit pour lequel on paie 27%, et l'autre ne paie que 3%. Donc, on n'est pas compétitif. On n'est pas compétitif. Donc, si on veut rester sur le marché, on va faire aussi dans la corruption. On va faire aussi. Donc, et vous dites que ça s'est accéléré sous Martelly. Sous Martelly. Okay? Et là, ensuite, ça s'est consolidé sous Jovenel Moïse. Parce que là, sous Jovenel Moïse, ces gens-là, ils ont investi encore plus donc pour consolider leur position. Et je dois le dire, vous voyez, avec Jovenel Moïse, ce que les gens ne savent pas, je ne pense pas, et ça je le dis avec... je ne pense pas que Jovenel Moïse ait choisi un ministre dans son gouvernement. Pas un seul. Je ne pense pas. Pendant son quinquennat. Un président qui alors, ne nomme pas non, son... le premier ou son premier gouvernement. Disons que je doute. Peut-être qu'il a choisi. Donc les ministres ont été suggérés ou imposés ont été imposés, pas suggérés. Ont été imposés par ceux qui ont financé la campagne de Moïse. Et là, non seulement les ministres, mais aussi les directions importantes, que ce soit la direction de la douane, direction de l'APN, la direction générale des impôts. Donc tout ce qui, en général, dans un État normal, est source de revenus pour l'État, tout ceci est pris en otage par ces gens-là. Exactement. Et c'est ce que, justement, j'appelle... Des franges du secteur privé. Franges du secteur privé, c'est ce que j'appelle la capture de l'État. Et en fait, et c'est là l'ironie de la chose, ces gens qui ont pris l'État en otage, ce sont ces gens qui ont privé l'État de toutes les ressources dont l'État a besoin pour offrir des services à la population. Offrir des services de sécurité, de justice, d'éducation et de santé à la population. Donc justement, par le fait... Et d'infrastructures routières. Et d'infrastructures. L'économie passe par la route. Exactement. Donc comme justement, ces gens ont privé l'État de sa capacité pour fournir des services de sécurité, ils ont commencé à armer de jeunes gens et de jeunes femmes pour protéger leurs actifs, pour s'assurer qu'ils aient le contrôle de certains marchés, leur part de marché, et aussi, comme pour intimider des concurrents. Pour intimider les concurrents. Parce que là, comme je parlais de plusieurs acteurs, je parlais du fonds du secteur privé, mais il y a aussi les entrepreneurs politiques. Des gens qui étaient
des sénateurs, des députés, etc., et des hauts fonctionnaires de l'État. Qui ont besoin d'armes et qui arment aussi jeunes. Qui arment aussi des jeunes. Et là, la chose, et l'un des éléments qui fait partie de cette situation de chaos, c'est qu'il faut aussi protéger, sécuriser des couloirs de passage pour le trafic illicite de toutes sortes. Donc vous nous présentez, vous y allez trop vite parce que vous êtes tellement pétri de cette réalité que vous y allez en rafale. Or, pour des raisons pédagogiques, on veut que nos auditeurs comprennent. Donc vous dites que cette histoire d'armes meurtrières au pays a commencé lorsque l'État a été pris en otage par un secteur privé qui ne paye pas les taxes, qui ne paye pas les impôts et qui, à un moment donné, qui veut protéger sa part de marché parce que l'État n'arrivant plus à offrir des services, parce que l'État est privé de ses sources de revenus. Donc, ce secteur privé-là, ou des franges du secteur privé, ont commencé à armer des gens pour protéger leur part de marché. Des entrepreneurs politiciens, je résume, ont commencé eux aussi à armer des gens pour protéger leur pouvoir ou pour intimider des concurrents. Et là, on récolte ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et pour sécuriser aussi des couloirs de circulation de produits illicites, particulièrement de la drogue. Donc on a trois portraits. Secteur des affaires qui veut protéger ses prébendes et qui arme donc des jeunes. Secteur politique qui veut protéger ses privilèges et intimider des concurrents. Et en même temps, des gens de la politique et des affaires qui veulent protéger des couloirs de circulation de la drogue. Et la drogue et les armes viennent toujours ensemble. Et donc, on a le portrait global là. Voilà. Et c'est pourquoi, lorsque, par exemple, l'international parle des élections, il faut réaliser des élections pour qu'on ait un espace démocratique en Haïti, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, il faut réaliser des élections immédiatement ». Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils contrôlent. Ils contrôlent le territoire. Les gens sont terrorisés. Ils sont terrorisés, ils contrôlent le territoire. Donc, si vous faites des élections là maintenant, moi, je peux vous dire qui va gagner pour l'Ouest. Je peux vous dire qui va gagner pour la Timonie. Parce que des gens de bien ne sortiront pas pour faire campagne, ils vont avoir peur, et d'autres ne sortiront pas non plus pour voter. Donc, pour des raisons de sécurité, si on veut des élections honnêtes, on ne peut pas y aller maintenant. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça la situation. Donc, et c'est pourquoi je dis que ce chaos dans lequel nous vivons là maintenant, ce n'est pas un chaos tombé du ciel. Ce n'est pas une émanation d'une quelconque catastrophe naturelle. Non, ce chaos, c'est un chaos qui a été construit dans le temps par les trois catégories que nous venons de décrire. Nommons-les, secteur des affaires, secteur politique et ceux qui font dans le commerce illicite. Le commerce illicite. Et l'État là-dedans. Avez-vous entendu parler de l'événement le plus excitant de l'année? Eh bien, c'est le moment de le découvrir. Ce 30 avril, GEFIRA, un regroupement de femmes, organise un événement unique en son genre. Un meet and greet avec l'une des plus grandes voix de la musique haïtienne, Alan Kavé, et ses magnifiques chansons en toute intimité. En participant à cet événement, vous soutenez une bonne cause, la collecte de fonds pour la fondation Timoun C'est Lumière la Vie, qui a pour mission de défendre les droits des enfants, d'assurer leur protection, tout en favorisant leur éducation. Alors, manquez pas cette opportunité de passer un après-midi inoubliable en compagnie du roi du Compalove, Alan Kavé. Faites vite, les places sont limitées. Achetez vos billets dès maintenant au www.eventmelise.square.site. Pour information, composez le 514-295-0565 ou 514-781-6258. Mes amis, venez de GEFIRA et de Timoun Nouyo Lakay. Billets à partir de $80 comprend le cocktail dînatoire. Ouverture des portes dès 15h au Bayer Studio, situé au 642 boulevard Guimont, Longueuil. L'État, justement, est devenu totalement prisonnier. Évidemment, les amis africaines qui nous regardent, ils connaissent très bien la situation de capture de l'État dans l'Afrique du Sud avec la famille Ngupta. Eh bien, ça n'a rien de comparable avec ce qui se passait en Afrique du Sud. Là, vraiment, c'est la caricature de la capture de l'État que nous sommes en train de vivre en Haïti.
Et là, le gouvernement que l'on a là maintenant, c'est un gouvernement issu de ce mode de fonctionnement, de relations insidieuses entre l'État et le secteur privé, l'État et ses entrepreneurs politiques, l'État et ce secteur mafieux impliqué dans les trafics illicites, etc. Et c'est pourquoi, lorsque des policiers, des gens qui font partie des troupes de sécurité dans ce pays disent que, je regardais la vidéo d'un policier qui disait que sa frustration à lui, c'est pas parce qu'il est sur le lit d'hôpital. Parce qu'il sait que comme policier, ça peut arriver qu'il soit blessé. Ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier. Sa frustration, c'est parce qu'il sait. Et ça, c'est une vidéo que tout le monde doit regarder, particulièrement les Haïtiens. Il sait qu'il y a collusion entre la hiérarchie de la police et les gangs armés qui lui ont tiré dessus. Il y a collusion entre les gens responsables de l'État et les gens qui lui ont tiré dessus. Il y a collusion entre les gens du secteur privé. Donc, c'est cette situation que nous vivons, cette situation qui nous dit, c'est la manifestation de l'inexistence de l'État. Et c'est cet État-là maintenant, et c'est ce que nous ne comprenons pas, c'est cet État qui a, sinon la complicité, mais si vous voulez, il y a une certaine tolérance de certains acteurs au niveau international. Ça, on ne comprend pas. On va y arriver. Très bien. Bon. Professeur Fride-Jean, vous êtes issu, vous êtes élu, c'est le verbe qu'il faut utiliser, président d'un certain accord qu'on appelle Accord Montana. Qu'est-ce que c'est que l'accord Montana? L'accord Montana, c'est la mise en commun, si vous voulez, d'une mosaïque d'organisations de la société civile, de partis politiques et de personnalités. On s'est réunis, si vous voulez, il y a de cela 2 ans, je parle de 2021, pour dire que, compte tenu des turbulences politiques, de déchirement au niveau social, de la crise économique que vit Haïti, ce n'est pas vrai qu'un groupe à lui seul puisse relever ce défi. Il nous faut un consensus entre nous Haïtiens. Vous voyez, ce consensus, au-delà des affaires économiques et tout ça que l'on peut en discuter, que l'on peut discuter, il y a aussi ce problème de dire qu'on doit définir entre nous quel doit être l'objectif. Notre vivre ensemble. Voilà, notre vivre ensemble. Et il y a ça pour moi qui est fondamental et qu'on ne dit pas ça, on ne le dit pas assez. Il y a cette affaire de dire comment on voit ce pays, comment on vit ensemble. C'est, si vous voulez, l'accord de Montana est sorti de ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a réuni des gens, et je ne dis pas on a réuni, des gens se sont réunis. Et on a mis en place l'accord de Montana qui est composé, si vous voulez, d'organisations de la société civile, je parle de syndicats, organisations de droits de l'homme, organisations paysannes, organisations de femmes, etc. C'est ça. Et aussi des partis politiques. L'OPL et d'autres partis politiques et d'autres groupements politiques, que ce soit l'IPAM dans le Nord ou FPP, etc., des gens de FPP. Donc, si vous voulez, de manière globale, c'est la composition. Là, on parle de plus de 600 organisations, on parle de plus de 300 personnalités de la société civile, les professionnels qui font partie de cet accord. Et là, cet accord a mis en place différents organes, et parmi ces organes, il y a le Conseil national de transition, et c'est cet organe composé de 44 tout au début, ensuite 42, qui a organisé les élections et en janvier, et le 30 janvier. Et là, ces élections, c'est pour dire que voici, nous, du côté de Le 30 janvier, il y a 1 an, le 30 janvier 2022. Et 21. 21, voilà. Plus qu'un an déjà, bon Dieu. Et justement, et c'est pour dire que, voilà, nous, au niveau de Montana, nous avons une proposition. Et nous avons nommé Fride-Jean et Fritz-Alphonse Jean comme président élu de l'accord de Montana et Steven Benoît. Et comme Premier ministre. Comme Premier ministre. Et voici notre feuille de route. Voici comment on comprend et ce qui doit être fait pour sortir Haïti de ce bourbier. Et là, c'est pourquoi on parle d'une transition de rupture. Et lorsqu'on dit transition de rupture au niveau de Montana, on dit rupture par rapport à cette capture de l'État, ce rapport, bon Dieu, incestueux entre le secteur des affaires et l'État. Voilà. Et si vous voulez, cette réticence qu'il y a eu par rapport à Montana, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau de cette fois du secteur privé, c'est par rapport à cette question de rupture, par rapport à cette question de changement de comportement. Et changement de gouvernance. Changement de gouvernance. Et ce que l'on disait aux gens,
on disait aux gens, vous voyez, de la manière dont ça évolue, nous sommes au bord d'une catastrophe dans ce pays. Et là, on va tous en périr. La fameuse phrase de Martin Luther King, nous allons tous mourir comme des idiots, Voilà. à moins que nous n'apprenions à vivre comme des frères. Voilà, on disait qu'on va tous en périr. Évidemment, il y a eu une série de tractations pour qu'on ne puisse pas arriver à une solution de la crise. Et là, la solution de la crise, pour nous, c'est essentiel parce que Haïti était en train de se vider de ses ressources humaines. Haïti était en train de se vider de ses ressources, de ses capacités. Donc, on se dit, on doit arrêter l'hémorragie. Et pour arrêter l'hémorragie, on n'a pas d'autre choix que de s'asseoir ensemble autour d'une table et de partager une idée et à travers une feuille de route pour dire, écoutez, chers amis, ce n'est pas vrai qu'on puisse garder 85% de la population à ce niveau de pauvreté, à ce niveau de déchéance. Et ça a éclaté. Si vous voulez, non seulement il y a eu l'armement de ces jeunes gens, et jeunes hommes et jeunes femmes dans ce pays, Cette prolifération d'armes meurtrières dans ce pays. mais il y a aussi les conditions de vie. Les conditions de vie de ces gens dans les quartiers vulnérables. C'est-à-dire que cette pauvreté, cette déchéance humaine nourrit aussi la sécurité dans ce pays. C'est pourquoi nous disons que lorsqu'on parle de la question de sécurité, bien sûr, on doit regarder les forces contraignantes et les forces répressives. Mais au-delà des forces répressives, il nous faut un paquet social pour pouvoir redresser la situation. Redresser la situation, c'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent pas vivre dans ces conditions. Comment redresser la situation? On n'a même pas besoin d'être sondeur pour savoir que le problème numéro 1 aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif haïtien, c'est l'insécurité. Fridjan parvient au pouvoir demain matin. Comment vous vous attaquez à ce problème d'insécurité? Pour nous, par rapport à tout ce que je viens de décrire, à l'encontre des idées qui pensent cette affaire d'insécurité, il te faut une armée, il te faut une intervention, etc. Nous disons que la manière dont on doit comprendre cette affaire d'insécurité, c'est que l'insécurité est une insécurité politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que, en fait, nous sommes en train de vivre une situation qui découle de la relation de l'État avec les groupes armés, relation de l'État avec une frange de ce secteur privé qui, de son côté, alimente ces groupes armés pour se protéger leurs actifs. Pour terroriser, du coup, la population. Et bien sûr, et aussi pour tenir la population en respect. Et là, elle n'est plus capable de sortir dans les rues pour manifester leur désaccord par rapport à ce mode de gouvernance. Donc, c'est une situation, c'est une insécurité politique d'abord. Donc, pour nous, la première chose à régler, c'est ça. Casser ce lien incestueux entre le gouvernement et ses acteurs. Une fois que cela est fait, il n'y aura plus cette possibilité d'alimenter ces groupes armés d'armes. Parce que c'est l'État qui contrôle les frontières, c'est l'État qui contrôle les douanes de ce pays. Si on maintient cet État en état, cela va continuer. C'est la même manière lorsque j'entends cette affaire de 100 millions du Canada qui peuvent arriver. On va parler de la proposition de l'international, au fait, de 3 pays, mais ne brûlons pas les États. C'est ça. Mais je dois dire que la première chose à faire, c'est ça. Il faut casser cette relation de l'État avec ces groupes. Une fois cette relation rompue, donc pour nous, la question de sécurité, on doit regarder les forces en présence. Bien sûr. Et les forces de sécurité que l'on a maintenant. On va regarder les forces opérationnelles. Voilà. Et là, pour nous, ce que nous sommes en train de dire, c'est la chose suivante. Nous avons une force de police, on dit... formée de 9 000 membres. De 9 000 membres. C'était 12 000, il y a 3 000 qui sont partis, etc. C'était 15 000 ans avant, il y a 3 000 qui sont partis, il y a 2 000 qu'on ne voit pas, etc. Donc, on retient le chiffre de 9 000 là maintenant. Mais de ces 9 000... Pour une population de quoi? 12 millions d'habitants? Oui, 11,5, 12 millions d'habitants, bien sûr. Et on va regarder la dimension et la taille de la police, de cette force de police. Donc, on dit la chose suivante. Écoutez, de ces 9 000, on n'est même pas sûr si 50% de cette population de 9 000 n'est pas compromise. Oui. Parce qu'on entend ces histoires de policiers qui travaillent pour des gangs,
ou de policiers qui fournissent des informations aux gangs, policiers qui tirent un certain revenu de la rançon qu'on obtient lors des kidnappings. Voilà. C'est une partie du problème. L'autre partie du problème, c'est qu'il y a des policiers qui vivent dans ces quartiers vulnérables, qui ont de la famille, qui leurs femmes, leurs enfants sont là, et il y a des cousins, des cousines, leurs soeurs, leurs frères sont là. Donc, s'ils vivent dans ces quartiers vulnérables, ils deviennent aussi vulnérables. Donc, comment on aborde ce problème? Donc, la première chose pour nous, doit y avoir un vetting sérieux de la police. Un vetting pour séparer, comme on dit dans la Bible, l'ivraie du blé. Du bon grain. Donc, Oui. il faut séparer l'ivraie du bon grain. Donc, là, pour nous, il y a un vetting sérieux qui doit être fait. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, par rapport à la formation de la police, surtout avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les groupes armés utilisent ces nouvelles technologies. Donc, on les voit avec des drones. Avec des drones, etc. Donc, cette police doit être équipée, doit être formée pour qu'elle puisse répondre à ces nouveaux développements. Donc, mais c'est évident que la police telle qu'elle est là maintenant et l'État haïtien tel qu'il est là ne peut pas apporter la solution. Qu'est-ce que vous recommandez en termes de coopération? Il nous faut un task force composé d'Haïtiens compétents et sérieux qui font partie de ce task force, évidemment, bien sûr, avec un apport de l'extérieur. Des gens expérimentés dans la guérilla urbaine qui doivent faire partie de ce task force pour pouvoir, aider au vetting de cette force de police, et ensuite, pour pouvoir travailler à la formation et à l'équipement de cette force de police. Je dois dire une chose. Par rapport à la taille de la force de police, nous avons une force de police de 9000 policiers pour 11,5 millions d'habitants. Ce qui est nettement en deçà du ratio reconnu par en deçà du ratio. Le ratio les institutions internationales. Voilà, le ratio au niveau international, c'est un policier pour 200 personnes. 300 personnes. C'est-à-dire avec 11,5 millions d'habitants, on aurait besoin de 50 000 policiers. Si on regarde ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, la République dominicaine, mais ils ont une gendarmerie, ils ont une armée, ils ont un corps de police. Voilà, un corps de police de 32 000, une armée de 65 à 70 000, des gens qui sont impliqués dans des investigations, etc., de 32 000. Donc, ça leur fait quelque chose comme 132 000 hommes de troupes. Hommes de troupes qui sont impliqués dans les questions de sécurité. Comme on dit, nous derrière camionnettes, là, nous-mêmes. Loin derrière. Donc, pour qu'on puisse faire face, il y a ce dimensionnement des forces de police qui est obligatoire. Et pour le faire, on doit avoir les moyens et on doit avoir cette capacité. Et la chose, c'est que nous sommes en train de quémander 50 millions, 100 millions au niveau international, que ce soit au Canada, aux États-Unis, Fonds monétaire. J'ai rencontré des gens qui sortaient d'une rencontre avec le Fonds monétaire lorsque je venais au Canada, et des officiels de ce gouvernement qui revenaient, je leur ai parlé pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà. Qu'est-ce que vous êtes allé rechercher? Bien. Mais justement, nous sommes en train de commander 100 millions au niveau du Fonds monétaire, 50 millions. C'est désolant. Un pays qui perd, Jean Fils-Aimé, 600 à 700 millions de dollars chaque année au niveau de sa douane. Parce qu'il ne contrôle pas ses douanes, parce que les douanes sont sous le contrôle du secteur privé. Voilà, c'est ça. Est en train de quémander au niveau international 150 millions. Donc, graisse cochon en TK qui de cochon. Et bien sûr. Donc, nous, lorsqu'on parle d'aide, lorsqu'on parle d'accompagnement au niveau international, pour moi, la première chose qu'il nous faut, c'est de nous assurer que les institutions puissent être à même de répondre aux besoins de l'État haïtien. Donc, faire leur travail efficacement. Voilà. Mais pour ce faire, on doit les consolider, on doit les renforcer. Là maintenant, les institutions haïtiennes sont à terre. D'où ma question. Quelle est votre évaluation? Vous êtes professeur, vous êtes économiste, vous connaissez les rouages de l'État haïtien, vous y travaillez, vous l'avez dit, depuis 1986. Quelle est votre évaluation du gouvernement d'Ariel Henry? Quel est son bilan à vos yeux d'experts, d'économistes? Bon, là, vraiment... Au niveau économique, au niveau
au niveau Non, je suis sécurité, au niveau gouvernance. Voilà, Regardons je ces suis trois Voilà. critères. Je ne parle même pas comme expert. Mhm. Je ne parle même pas comme économiste. Je parle comme citoyen ici. Comme citoyen haïtien. Le bilan est là devant nous. Le bilan, c'est que moi, je suis prisonnier chez moi à Port-au-Prince. C'est ça le bilan. Et là, il y a des milliers d'Haïtiens qui sont comme moi. Particulièrement les Haïtiens qui vivent dans le Grand Port-au-Prince. Nous sommes des prisonniers. C'est le bilan d'Ariel Henry. Le bilan d'Ariel Henry, c'est cet ami que j'ai rencontré ici à l'hôtel, qui est maintenant à Port-au-Prince, qui vivait à la Boule 12 et qui a abandonné sa maison. Et ce que les gens doivent savoir, et ça dans tous les pays du monde, le bien le plus important pour les gens de la couche moyenne, c'est leur maison. Absolument. Lorsqu'on perd sa Voilà maison, pourquoi tout pays qui s'intéresse au développement va encourager l'acquisition d'une maison. voilà. Et là, il y a un niveau de décapitalisation de la couche moyenne qui est carrément catastrophique dans ce pays. Niveau sécurité, que fait le gouvernement? Rien du tout. C'est pourquoi ces gens sont obligés de fuir. Et là, le Canada, justement, est en train de subir les conséquences de ce qui se passe en Haïti. Migration. Les gens qui sont sur la route de Roxham, ils ne sont pas là parce qu'ils n'avaient rien à faire en Haïti. Ils sont là. Parce qu'ils aiment la neige. C'est pas parce qu'ils aiment la neige. Ils sont là parce que les conditions en Haïti ne permettent pas aux gens de vivre. Ce sont des conditions effrayantes. C'est carrément une atmosphère meurtrière. Monsieur Jean, Donc, c'est ça. j'ai une question. Mais là, justement, au niveau économique, Ah oui, c'est votre zone de confort. 4 ans. C'est 4 ans de décroissance, négative de ce pays. Nous sommes en train de regarder la 5e année qui nous arrive de croissance négative. Là, on ne parle même pas de dépression économique. C'est faillite. C'est la faillite de l'État. C'est le mot. C'est un État failli. Là, nous avons une inflation de plus de 50%. Donc, on peut s'imaginer qu'est-ce qui se passe. Le taux de change est de 162 gouttes pour $1. Et là, comme nous importons... Notre goutte redevient oreilles bouillies. C'est exactement le cas. Et le pire de tout ça, si on produisait en Haïti, ça aurait été un moindre mal. Mais là, nous sommes en train de consommer 65 à 70% de ce que nous consommons, nous les importons. Donc, avec une goutte de 162, on peut comprendre lorsque, au niveau international et au niveau du Conseil national de sécurité alimentaire en Haïti, on parle de 4,9 millions d'habitants qui sont en situation d'insécurité alimentaire. C'est ça la situation. Et c'est ça le bilan du gouvernement. D'où ma prochaine question. Avez-vous entendu parler de l'événement le plus excitant de l'année? Eh bien, c'est le moment de le découvrir. Ce 30 avril, JEFIRA, un regroupement de femmes, organise un événement unique en son genre. Un meet and greet avec l'une des plus grandes voix de la musique haïtienne, Alan Kavé et ses magnifiques chansons en toute intimité. En participant à cet événement, vous soutenez une bonne cause, la collecte de fonds pour la fondation Timoun Sélumier la vie, qui a pour mission de défendre les droits des enfants, d'assurer leur protection, tout en favorisant leur éducation. Alors, manquez pas cette opportunité de passer un après-midi inoubliable en compagnie du roi du Compalove, Alan Kavé. Faites vite, les places sont limitées. Achetez vos billets dès maintenant au www.eventmelise.square.site. Pour information, composez le 514-295-0565 ou 514-781-6258. Mes amis, venez des JEFIRA et des Timoun Nouyo Lakay. Billets à partir de $80 comprend le cocktail dînatoire. Ouverture des portes dès 15h au Baya Studio, situé au 642 boulevard Guimont, Longueuil. Je m'intéresse beaucoup, vu mon métier, à ce qui se passe en Haïti, mais ce n'est pas seulement une question de métier, c'est une question de cœur. Je me définis d'abord comme haïtien. On reproche souvent aux membres de l'accord Montana de critiquer le gouvernement d'une part, mais de ne jamais réclamer la démission, le départ du gouvernement. Vous êtes professeur, et moi aussi, on va se parler en tant que collègues. Quand j'entends les signataires de Montana, ils me donnent l'impression d'un prof qui regarde la copie d'un élève et qui dit « Votre copie ne vaut rien, mais je ne vous demande pas de redoubler. »
la classe. Vous critiquez Ariel, vous critiquez le gouvernement d'Ariel, je vous entends, vous venez de le dire, c'est 0, 0, 0 partout. Pourtant, Montana refuse de demander la démission du gouvernement d'Ariel. Qu'exigez-vous du gouvernement d'Ariel? Je voudrais que nos auditeurs vous entendent à cette question cruciale. Qu'est-ce qu'on doit faire du gouvernement d'Ariel? Non, la première chose, je dois vous corriger. S'il vous plaît. Ah non. Là, au niveau de Montana, il y a des gens, et je parle des gens qui sont reconnus comme des représentants titrés de Montana. Ah non, c'est qu'ils existent depuis un bon bout de temps. Qu'est-ce qu'ils exigent? La démission d'Ariel. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Ah non, bien sûr. Et là, ce que nous sommes en train de dire, justement, et vous voyez, il y a eu toute une évolution dans la trajectoire de Montana depuis 2 ans. Dans le narratif de Montana. Dans le narratif de Montana. L'évolution, c'est la suivante. C'est-à-dire qu'au tout début, ce que Montana disait, on ne peut pas tout seul résoudre les problèmes, on ne peut pas tout seul relever les défis. On doit avoir un consensus entre les différentes parties, entre les différents partis politiques, associations de société civile, personnalités, etc. Différentes parties prenantes. Et voilà. Bon, là, évidemment, on a initié une série de négociations, là, avec Ariel. Et peut-être que lorsque vous faites référence à Montana qui critique le gouvernement... Mais qui n'allait pas jusqu'à demander sa démission, voilà, c'était probablement à cette période-là. À cette période, parce qu'on se disait que le gouvernement est là, on n'a pas fait de révolution, donc on doit s'asseoir autour d'une table. Et c'est ce que l'on faisait. On s'asseyait autour d'une table pour dire on doit définir ensemble une feuille de route. Excepté que Ariel, de son côté, justement, pressuré par les groupes auxquels on a fait référence tout à l'heure, n'a pas voulu démissionner ou ne pouvait pas démissionner. Il ne pouvait pas assurer cette collaboration, ce partenariat. Parce que ce partenariat signifierait pour ces gens la perte des privilèges. Et c'est évident. Parce que nous, au niveau de Montana, on disait que ce que l'on regarde, c'est une transition de rupture. Cette transition de rupture signifie pour ces gens-là la perte de certains privilèges. Monsieur Jean, Montana a mis en place une structure de consensus pour prendre le pouvoir. La question que j'entends des gens, qu'est-ce que Fridjan et son équipe feraient différemment de l'équipe d'Ariel Henry? Rassurez-nous. Disons qu'Ariel Henry démissionne aujourd'hui, Ariel et son gouvernement démissionnent aujourd'hui. Fridjan et une équipe occupent désormais les avenues du pouvoir. Que feriez-vous de différent d'Ariel Henry? Rassurez-nous. Question de sécurité, vous faites quoi? La première chose, c'est la mise en place d'un task force. Et ce task force... Il est composé de qui? Il est composé d'Haïtiens d'ici, je parle d'Haïtiens sérieux et compétents qui vivent en Haïti et de la diaspora. Des gens qui ont des compétences en sécurité. Et là, j'en parle à des gens. Et lorsque je suis venu ici à Montréal, et il y a des personnalités de la diaspora qui me disent, ils connaissent des gens qui étaient dans la sécurité, qui étaient dans l'armée, qui étaient dans la police, ici et à New York, qui ont cette compétence. Et moi aussi, je connais non seulement des hommes, je connais des femmes. Et je dois dire... Qui sont prêts. Non seulement qui sont prêts, qui participent déjà. Et d'ailleurs, le document sur la sécurité que l'on a produit au niveau de Montana, l'une des personnes qui a le plus contribué à ce document, à mes réflexions, est une femme qui vit à New York. Très bien. Donc vous constituez un task force. Il y a ça, mais il y a aussi un task force composé aussi de gens au niveau international qui ont cette capacité dans la guérilla urbaine. C'est ce task force que l'on met en place. Mais je dois dire, en fait, c'est pas la première chose. Quelle est la première chose? La première chose, c'est justement la rupture des relations entre l'État et les groupes armés. Ça, c'est clair. Et la rupture des relations de capture entre l'État et une faille de ce secteur privé qui a conduit l'État à ce niveau de faillite. Pour moi, pour la sécurité, la première étape, c'est ça. Et cette première étape signifie un autre contrôle au niveau des douanes, un autre contrôle au niveau des ports, un autre contrôle au niveau des frontières de ce pays. On aborde donc la question de la gouvernance. Mais bien sûr. En très peu de mots. Très peu de mots. Quelle est la gouvernance
idéal pour résoudre le problème de corruption en Haïti en ce moment? Vous voyez, il y a cette feuille de route définie très clairement. Évidemment, qui doit être modifiée pour savoir qu'est-ce que l'on fait au niveau de la douane. Je dois dire, il y a une chose qui est extrêmement importante, et malheureusement, dans les premiers jours, ce n'est pas vrai que l'on a les compétences en Haïti pour le faire. Quoi donc? Il doit y avoir un audit sérieux de ces institutions. Et lorsque je dis on n'a pas les compétences, ce n'est pas nécessairement compétences techniques. Bon, évidemment, il y a des limites dans les compétences techniques. On n'a pas 50 000 firmes et d'audit en Haïti qui puissent assurer un audit sérieux. Mais ça, c'est au niveau technique. Mais il y a aussi au niveau, il y a l'affaire politique de cette situation. De la mécanique. Ah ouais, il y a l'affaire politique. Et là, je ne vois pas une firme haïtienne qui va se livrer toute seule dans l'audit de ce gâchis qui vient de se passer. Gabegie. Ah non, je ne vois pas. Donc, quelque part, on doit avoir, je ne sais pas, soit une firme canadienne associée à une firme haïtienne, une firme américaine, en tout cas une firme en dehors. Parce que là, des frontières haïtiennes qui va arriver avec les moyens et le recul. Voilà. Parlant d'audit et de gabegie, Petro-Caribé, il y a à peine 3 ans, partout, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, il y avait une seule phrase sur les lèvres de tous les Haïtiens, Côte Cop Petro-Caribé. On fait quoi pour retrouver cet argent ou pour savoir par où il est passé? La première chose, il faut comprendre que ce que nous vivons en Haïti, et je dis que ce chaos, c'est un chaos construit. Lorsque vous posez cette question, et vous devez aussi vous poser la question, pourquoi il y a ce silence autour de Petro-Caribé maintenant? Eh bien parce que les rues sont occupées. Les rues sont occupées par les bandes armées. Par les bandes armées. Donc ça sert, vous voyez. Donc la question que l'on se pose généralement dans les films, qui profite de ce crime? Et poser la question, c'est y répondre. Voilà. Monsieur Jean, on va se dire les vraies choses. Si Ariel est encore au pouvoir, ce n'est pas parce qu'il dispose d'un appui populaire. Ariel est au pouvoir essentiellement pour 3 raisons, par ordre d'importance. Première raison, c'est parce que 3 pays, les États-Unis, le Canada et la France, le soutiennent. Deuxième raison, c'est parce que des franges du secteur privé qui tirent avantage de ce gouvernement le gardent. Et troisième raison, c'est parce que et le gouvernement et le secteur privé arment donc des gens, en sorte que la population qui aimerait bien renverser Ariel n'y arrive pas parce qu'elle est terrorisée. Quel est votre rapport avec l'international? Avez-vous rencontré des personnalités? Vous êtes au Canada en ce moment. Avez-vous rencontré des personnalités politiques des gouvernements canadiens et québécois? Bon, et évidemment, j'ai été invité par la coalition d'organisation de la diaspora. C'est eux qui ont fait l'agenda, bien sûr. On rencontre des gens et on continue à rencontrer des gens parce que je suis là. J'ai encore 2 jours à passer ici au Canada. On continuera à rencontrer des gens. Et je voulais, on rencontre des gens justement pour leur dire qu'il y a un autre narratif qui doit être... Quel est ce narratif? Ce narratif pour dire que vous avez décrit, évidemment, par ordre d'importance, moi je renverserai l'ordre d'importance. Moi je pense que la première chose, c'est le deuxième point. Le deuxième devient le premier pour moi. C'est-à-dire le secteur des affaires qui soutient. Et donc vous pensez que la communauté, enfin les 3 pays que j'appelle, c'est mon mot, les pays malveillants, le Canada, les États-Unis et la France, oui, en fait, l'expression, je l'emprunte à un autre ami, Jafrique Haïti. Vous pensez que, par ordre d'importance, dans la nomenclature, le secteur des affaires vient en premier? Moi, je regarde l'international. Vous voyez, là, je suis un bon haïtien à ce sens-là. Si on n'a pas bail, dehors pas capable. Dehors pas acheter. Et pour moi, il y a un problème haïtien. Le problème haïtien, on doit le regarder. D'ailleurs, j'ai écrit des livres là-dessus. Pour dire qu'il y a des gens qui ont capturer l'État. Et ce sont des gens qui sont responsables de l'incapacité de l'État à faire face à ses obligations de sécurité et de justice. Donc pour moi, le premier facteur, c'est ça. C'est cette capture de l'État par non seulement une frange du secteur privé, mais aussi par des acteurs mafieux. Ils sont des entrepreneurs politiques, des hauts responsables de l'État, etc. Donc pour moi, le premier facteur, c'est ça.
Et puis ensuite, on voit la dégradation de la situation parce que ce secteur mafieux et des gens du secteur privé ont armé des jeunes gens et des jeunes femmes qui terrorisent la population. Et vous mettez enfin ces trois pays-là. Je ne dirais pas ces trois pays, je parle de l'international en oui, général. mais quand on dit l'international, on s'entend que ce ne sont pas des pays africains. Quand on dit l'international, ce ne sont pas les pays de la CARICOM. Quand on dit l'international qui décide pour Haïti, on se dit les vraies affaires. Il y a les États-Unis, il y a depuis 20 ans le Canada et la France depuis toujours. D'où ma question. Vous êtes en tournée, vous êtes invité par une coalition de la diaspora. Mais est-ce que je peux... Oui, allez-y, oui. Mais pourquoi je dis si dehors, si on n'a pas vendre dehors, pas qu'à prendre, pas qu'à acheter. Pourquoi je dis ça et moi, je le dis par conviction. C'est-à-dire, si nous, au niveau d'Haïti, on avait pu réaliser cette coalition consensuelle pour qu'on dise non, à l'ingérence. Non, à cette forme de gouvernance. D'accord. Et de la même, on aurait eu un autre type de relation avec l'international. Donc, Maninga le disait, et là je le répète, Maninga disait que bien sûr il y a la pression de l'international pour X ou Y raison, mais les Haïtiens sont tellement imprégnés de cette affaire de blancomanie, de blancophilie, etc. Des fois, ils font des choses qui ne sont même pas sollicitées ou demandées par les Blancs. Ils le font par peur. Voilà. C'est comme ils anticipent. Ils anticipent ce que, ou bien ils imaginent ce que le Blanc aurait aimé. Voilà. Et vous, quand vous rencontrez les personnalités, Haïti fait partie d'une vie internationale. On ne souhaite pas l'isolement d'Haïti, on souhaite qu'Haïti continue d'avoir une vie internationale. Nous sommes membres fondateurs des Nations Unies, etc. Nous sommes membres de l'OEA. Quand vous rencontrez ces personnalités des pays étrangers, vous leur dites quoi, Monsieur Jean? Est-ce que vous êtes venu d'abord chercher leur onction? Vous êtes venu leur dire, mettez-moi à la place d'Ariel. Sinon, que leur dites-vous? Non, surtout pas. Moi, je leur dis qu'il y a une autre conversation qui doit se faire sur Haïti. Il y a une... Et moi, je leur prête le bénéfice du doute. Je leur dis qu'il y a une incompréhension de la chose haïtienne. La sécurité à laquelle vous faites référence, et ce n'est pas cette sécurité. Cette insécurité, c'est une insécurité politique. Si c'est une insécurité politique, ce n'est pas vrai que l'on puisse résoudre ce problème avec ce gouvernement qui est en place. C'est la conversation que j'ai avec eux. C'est la conversation que je veux que les gens comprennent. Quel accueil vous réserve-t-il ces gens-là, ces dirigeants-là, quand vous leur dites qu'il y a une mécompréhension de la crise haïtienne, que la crise de la sécurité est d'abord politique, que le problème d'Haïti est d'abord un problème de gouvernance? Quel accueil vous réserve-t-il? Un petit sourire en coin, un sourire narquois ou un accueil chaleureux? Est-ce qu'il vous tend d'une oreille attentive? Et moi, je vois surtout la manifestation. Je ne regarde même pas le sourire ou ce qu'ils disent. Ça se traduit par des faits. Ça se traduit par l'accord du 21 décembre. Et là, ils ont voulu que nous, au niveau de Montana, on participe. Soit plus inclusif. Voilà, non, on participe à cet accord du 21 décembre, au ACT. Mais on leur disait que vous allez vous heurter contre le mur. Cela ne va rien donner. Et de fait, voici les résultats. Je ne vois pas pourquoi des personnes intelligentes, que l'on croit intelligentes, participent à ce genre de machination. Et de fait, les résultats sont là. Et on le leur a dit, on dit que, écoutez, nous avons besoin d'une autre forme de gouvernance. Ce n'est pas vrai qu'on puisse avoir un HCT qui est un bassin de conseillers pour Ariel Henry. Bon, Ariel Henry, là, maintenant, il a donné les résultats que l'on connaît. Comment vous croyez qu'avec un Ariel Henry à la tête de ce gouvernement, parce qu'il est de facto, mais il est responsable de l'État. L'effectivité du pouvoir. Voilà, l'effectivité du pouvoir, il l'a. Donc, comment vous voulez avoir un bassin de conseillers de Ariel Henry et ces conseillers n'ont aucune autorité et vous les mettez à côté d'Ariel Henry, vous pensez que vous allez changer la donne? Question pour vous. Ariel n'est ni légitime, parce qu'il n'a pas de légitimité populaire, ni légal parce qu'il est en dehors de la Constitution. Vous, au pouvoir, vous serez frappé du même déficit de légitimité
et de l'égalité, puisque votre pouvoir se fera en dehors de la lettre de la Constitution. Que dites-vous aux gens qui disent, écoutez, pourquoi remplacer Ariel par une autre équipe? Pourquoi ne pas aller aux élections tout de suite? C'est ce qu'on entend, c'est ce que l'international dit, c'est ce que certaines gens répètent. Il y a trois choses que l'on doit dire. La première, c'est que Ariel Henry, on a les résultats. C'est-à-dire pourquoi remplacer ce gouvernement? C'est même pas seulement parce que personne ne peut faire pire. Personne ne peut faire pire. Regardez ce qui se passe là, sur la route Roxham, etc. Les Haïtiens qui sont sur le pont Rio Grande, qui se font humilier, qui traversent l'Amazonie, etc. C'est ça le résultat. Résultat, c'est l'inflation de 50%. Résultat, c'est la goutte à 162. Le résultat, si vous voulez, c'est la déliquescence institutionnelle. L'État n'existe pas. Le résultat, c'est le 26 janvier. Lorsque Ariel Henry sortait de l'Argentine, les policiers se sont révoltés et ont envahi l'aéroport. Mais c'est la décadence. C'est ça le résultat. La deuxième chose, pourquoi ne pas réaliser des élections? Moi, je leur dis, pourquoi dépenser de l'argent pour des élections? Quand vous savez que vous allez les nommer. Non, mais demandez-moi qui va être le sénateur. Je peux vous dire, celui qui contrôle, qui a des relations avec les gangs armés, qu'ils ont mis en place, ils vont choisir leurs députés, leurs sénateurs. C'est même pas nécessaire d'aller faire cette mascarade. Cette mascarade. Donc, pour la troisième chose, il faut... Est-ce qu'on va être frappé de déficit de légitimité? C'est exactement la question à laquelle on a parlé d'une autre feuille de route. On s'est dit, nous sommes tous en dehors de la Constitution là maintenant. La seule chose que l'on puisse faire... C'est un consensus. C'est un consensus. C'est un consensus entre les différents acteurs, acteurs de la société civile, acteurs du secteur des affaires et acteurs des partis politiques, pour que l'on s'asseye autour d'une table pour dire que nous sommes tous en dehors de la Constitution là maintenant. Pour avoir une certaine acceptabilité de la population, une acceptation de la population, on doit dire à la population, voici, on a un consensus entre nous et voici la feuille que l'on a définie ensemble. Et cette feuille de route nous permettra de, adresser les problèmes de sécurité et aussi nous assurer qu'il y ait une mise en place pour, si vous voulez, une effervescence économique qui permettrait de stopper l'hémorragie. Monsieur Jean, j'ai deux blocs de questions rapides. Si Ariel Henry part aujourd'hui, êtes-vous prêt à gouverner ce pays? Et avec quelle équipe? Mais nous sommes prêts. Et je suis prêt depuis déjà longtemps. Lorsque je dis je suis prêt, c'est parce que Montana travaille depuis longtemps pour la définition d'une feuille de route et d'une feuille de route pour cette transition de rupture. Évidemment, par rapport aux besoins qu'il y a en termes de sécurité, il y a des mises en place que l'on doit faire. Et lorsqu'on parle des mises en place, je parle des mises en place, je te donne 3 exemples pour dire comment nous sommes prêts et les choses sur lesquelles on travaille. La mise en place du task force pour cette sécurité, c'est pourquoi on parle aux gens de la diaspora, c'est pourquoi on parle aux gens de l'intérieur, des gens qui ont de l'expérience dans le domaine de la sécurité, pour que l'on ait un tableau de bord qui dit 1, 2, 3, 4, voici ce que l'on fait. La deuxième chose, si vous voulez, au niveau économique, c'est évident. On doit avoir un paquet pour pouvoir soulager les problèmes des gens de quartiers vulnérables, parce que, je le dis et je le répète, le problème de sécurité n'est pas seulement un problème d'armée, pas seulement un problème de police. Il faut avoir une doctrine de la sécurité. Voilà. Mais il y a une chose qui nous fait peur. Et là, j'en ai discuté et aux gens, aux personnalités avec lesquelles j'ai eu des conversations aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Qu'est-ce qu'on fait, Jean Fils-Aimé, de ces dizaines, de ces centaines d'enfants et de femmes qui sont violés? Ça, c'est une génération qui est traumatisée. Et je vous vois très ému. Non, ça c'est c'est un problème difficile. Et là, l'une des choses et l'une des personnalités avec lesquelles on s'est entretenu aujourd'hui, je lui ai dit, l'un des apports que je pense que le Canada peut apporter dans la résolution, une fois cette crise, la solution de cette crise amorcée,
c'est l'accompagnement de ces enfants. Et là, parce qu'on n'a pas les infrastructures pour se faire. En termes de santé mentale, service social, service psychologie, social, bien voilà, sûr. voilà. Oui. Il y a un travail sérieux à faire. Président, deuxième bloc de questions. Comment fait-on pour parvenir au pouvoir? Ariel, à l'effectivité du pouvoir, on connaît les ressorts sur lesquels il est assis. Vous avez parlé de secteur privé, vous avez parlé de ces bandes armées, et vous parlez enfin de la communauté internationale. Comment fait-on pour dégommer Ariel? Vous êtes élu depuis plus d'un an, là, maintenant. Depuis plus d'un an, je ne me trompe pas. Vous continuez à réfléchir, vous continuez à bâtir le consensus. La question qui tue, et si Ariel ne veut pas partir, on fait quoi? Il fait rien, mais il est là. Il fait rien, mais une certaine communauté internationale le soutient. Comment fait-on pour débarquer Ariel? Moi, je pense que, la première chose, c'est que Ariel est sur un socle fragile. Le socle fragile, et c'est l'insécurité qui s'y vit dans le pays. Ce sont les gens qui partent. Et c'est la population qui peut, d'un matin à un autre, nous sommes à la porte d'un éclatement. C'est-à-dire qu'il y a une date d'expiration pour ce genre de comportement. Ce n'est pas vrai que cela peut durer ad vitam aeternam. Et là, il frise, il avance tranquillement vers l'abîme. Et nous avançons tranquillement vers une catastrophe humanitaire. Donc, c'est-à-dire, là, Ariel, si vous voulez, ce gouvernement, avec ce comportement, nous traîne tranquillement et vers le fond de l'abîme. Évidemment, il y a quelqu'un qui me dit l'abîme n'a pas de fond, mais on peut toujours creuser. Voilà, et là, on nous amène tranquillement. Donc, ce n'est pas vrai que ce gouvernement peut s'asseoir et puis continuer à naviguer à vue et puis penser que ça peut durer ad vitam aeternam. Ce n'est pas vrai, c'est la première remarque. La deuxième chose, je pense que, et c'est pourquoi je suis ici. Je suis ici aussi pour dire aux gens de la diaspora qu'ils ont un rôle à jouer. En terminant, Monsieur Jean, je vais vous inviter à vous adresser à 3 catégories d'auditeurs. Et je vais y aller par ordre d'importance croissante. Vous dites quoi aux gens de l'international? Vous êtes au Canada en ce moment, vous serez aux États-Unis dès demain. Vous dites quoi aux gens de l'international, aux dirigeants du Canada, aux dirigeants des États-Unis, aux dirigeants de la France qui nous regardent? Vous leur dites quoi? Très bien, comme je suis au Canada là maintenant, je m'adresse au gouvernement de M. Trudeau pour lui dire que par rapport aux sanctions, par exemple, nous en Haïti, on l'a dit, et moi je le répète, que vous voyez ce qui s'est passé avec cette affaire de sanctions, il nous aurait fallu une révolution sanglante pour adresser ce problème de cette manière, pour dire qu'il y a des gens au niveau du secteur privé de ce pays, il y a des gens au niveau du secteur politique, il y a des gens du secteur mafieux. C'est eux qui alimentent cette situation de tension, cette situation de violence que nous sommes en train de vivre en Haïti. Donc, évidemment, il doit y avoir, tout le monde a droit à la défense. C'est normal. Mais ce que nous sommes en train de dire aussi, c'est qu'au-delà de cette liste, il y a encore des gens, il y a encore des noms qui ne figurent pas sur cette liste. Donc, nous applaudissons ce qui a été fait et nous espérons qu'il va y avoir d'autres sanctions pour d'autres gens que nous pensons qui méritent d'être sanctionnés en Haïti. Ce sont des gens qui ont armé des jeunes gens, des jeunes femmes de ce pays, et ce sont des gens, pour pouvoir protéger leur petit marché, leur part de marché, ils ont cautionné cette violence inouïe, cette violence qui a conduit au vol, au viol de jeunes femmes, au viol de petites filles dans ce pays, à la décapitalisation de la couche moyenne dans ce pays. Donc c'est évident que nous applaudissons et nous disons qu'il y a d'autres noms qui doivent figurer sur cette liste. Par contre, lorsqu'on a fini de dire ça, je dois dire aussi au gouvernement canadien, on ne comprend pas. On ne comprend pas qu'après ce geste, qu'il n'y ait pas eu un autre comportement par rapport au gouvernement. Ce gouvernement qui est quelque part soutenu par ces mêmes personnes. Donc d'une part, on sanctionne ces gens qui soutiennent le gouvernement, et puis ce gouvernement est encore là. Et il ne faut pas oublier, et je le dis... Et que demandez-vous à l'international? Je demande
Qu'il désavoue. Désavoue, de se désolidariser de ce gouvernement. C'est ce que nous demandons à l'international. Deuxième catégorie d'auditeurs, à nous, qui sommes des Haïtiens du dehors, la diaspora. Vous êtes là en tournée de la diaspora. Que nous dites-vous, Monsieur Jean? Je dis à la diaspora que par rapport à ce que nous sommes comme pays là maintenant, ce n'est pas vrai que Haïti puisse être encore regardé à l'intérieur de ces 27 750 km². Haïti, ce n'est plus ça. Haïti, maintenant, à l'ère de l'économie du savoir, c'est tout ce capital humain qui existe en dehors d'Haïti, qui est au Canada, qui est aux États-Unis et en Amérique du Nord en général, en Amérique du Sud, qui est en Europe. Pour pouvoir faire un saut qualitatif, pour pouvoir nous remettre sur l'échiquier mondial, Haïti doit bénéficier de l'apport de tous ses fils, de toutes ses filles qui ont l'expérience. Et surtout, ces fils et ces filles qui ont ces créneaux, ces réseaux d'influence au niveau international, qui peuvent influencer les politiques, évidemment les politiques par rapport à Haïti, au niveau des grandes capitales mondiales. Haïti doit bénéficier de l'apport. Haïti, 85% des gens qui ont un diplôme universitaire, je parle des Haïtiens, ils sont maintenant en dehors d'Haïti. Donc, comment Haïti peut se développer sans l'apport de ces 85%? Et que nous dites-vous, en particulier par rapport à la question de la double citoyenneté? Nous sommes considérés comme des parias dans notre propre pays. Est-ce qu'un Fridjan au pouvoir et son équipe reconnaîtraient, par un travail de réforme de la Constitution, la double citoyenneté des Haïtiens de l'extérieur? Jean-Fils Aimé, je ne réponds pas à cette question par un oui. Je trouve que c'est carrément ridicule qu'un pays ne puisse pas bénéficier du capital savoir que notre diaspora. Donc vous vous engagez. Ah mais non, bien sûr. Vous vous engagez à reconnaître, à faire reconnaître formellement dans la Constitution haïtienne la double citoyenneté des Haïtiens de la diaspora. Pour moi, c'est évident. C'est-à-dire, je ne dis même pas oui, je pense que c'est ridicule. C'est ridicule que l'on a des ressources et nous sommes en train de repousser ces ressources pour leur dire qu'on n'en a pas besoin. Un pays totalement démuni, un pays totalement incapable de relever les défis au point de vue humain, au point de vue de l'éducation, au point de vue de la santé, et puis qu'on a tous ces gens au niveau de la diaspora, et on dit ils ne peuvent pas participer dans la gestion de la chose publique en Haïti. Écoutez. Enfin, Monsieur Jean, vous allez retourner en Haïti dans quelques jours. Que dites-vous aux Haïtiens et aux Haïtiennes du dedans? Eux qui se font tirer dessus, eux qui se font kidnapper, eux qui se font violer, eux qui payent des rançons, eux qui sont fatigués de ce gouvernement qui ne fait rien. Que dites-vous aux Haïtiens du dedans, Monsieur Jean? La première chose, je dois leur dire que l'elfe noir, c'est l'elpi fait noir, lumière venue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dois dire que c'est évident. Nous sommes en train de souffrir en Haïti. Ils sont en train de souffrir et cette souffrance est pénible. Et nous comprenons et nous sympathisons. Et d'ailleurs, nous aussi, on souffre parce que moi, je vis en Haïti. Je dois le dire parce que là, on doit être clair là-dessus. Ce qui se fait en termes de vol, en termes de viol, en termes de décapitalisation de la couche humaine, nous sommes en train de regarder Haïti qui sombre dans une catastrophe. Donc, on comprend cette situation. Mais, je dois dire aussi, vous voyez, il y a deux départements, l'Ouest et la Tibonite, où les gangs règnent en maître, où, je dirais, les gens, et les jeunes gens et les jeunes femmes qui sont dans les quartiers vulnérables et pour lesquels il y a eu tout un travail, autour desquels il y a eu tout un travail d'armement, un travail de déshumanisation. De déshumanisation. D'ensauvagement. C'est bien. Je dois dire que cette situation qui sévit à Port-au-Prince et qui sévit dans la Tibonite, on doit s'assurer que
ça ne s'étend pas dans les autres départements. Et comme ce n'est pas encore arrivé dans d'autres départements, les autres départements, ils peuvent sortir, ils peuvent se manifester pour dire non. Pour dire non, cette situation qui existe à Port-au-Prince, qui existe particulièrement dans la Tibonite, nous, on n'en veut pas. Et on doit libérer la Tibonite, on doit libérer le Grand Port-au-Prince. Que ce soit des jeunes, que ce soit des vieux, des moins vieux, on doit sortir pour dire non. Parce qu'on a cette capacité de le faire au niveau des autres départements. Je comprends pour la Tibonite, je comprends pour l'Ouest. Mais pour les autres départements, il faut qu'il y ait un lever-campé, un défocage. Pour dire non, je ne dis pas, évidemment... Bien sûr, moi, le mot est mien. Donc vous êtes pour un lever-campé. Un lever-campé, pour dire non. Et aussi, c'est une façon de dire à l'international que la population n'est pas d'accord, que la population désapprouve ce gouvernement. Donc, et réclame son départ. Les autres départements, on doit dire non. Donc moi, je dis ça. Et aussi, je dis, par rapport à cette souffrance, par rapport à cette déchéance, par rapport à cette dégradation économique, il doit y avoir des mesures d'accompagnement. Et ces mesures d'accompagnement doivent être au niveau économique, doivent être au niveau social, doivent être au niveau psychosocial, particulièrement pour les jeunes filles et pour les femmes de ce pays. Monsieur Jean, merci de votre disponibilité. Vous avez mis sur la table vos tripes. J'ai vu un homme compétent. J'ai vu un homme qui aime Haïti. Vous auriez pu faire comme nous, de la diaspora, laisser, et puis vous auriez brillé de tous vos feux. Vous avez choisi, même si vous avez été emprisonné sous Duvalier, vous avez été torturé, vous avez choisi de retourner en Haïti pour y apporter votre contribution, ma foi. Je ne veux pas vous souhaiter seulement à vous bonne chance, je veux nous souhaiter bonne chance, car une nouvelle gouvernance, une nouvelle équipe, un nouveau gouvernement, c'est ce que nous souhaitons tous. Merci, Monsieur Jean. Et puisque j'ai commencé l'émission avec la citation de Martin Luther King, maintenant que nous savons que nous sommes appelés à vivre comme des frères, pour ne pas périr comme des idiots, vivons comme des frères, vive Haïti. Merci, Jean-Fils Aimé. Merci tous les amis qui sont dans la diaspora qui t'attendent nous. Merci tous les amis qui sont en Haïti qui t'attendent nous. Merci à tout l'autre monde qui n'est pas haïtien, qui attend des émissions ça, pour leur dire que Haïti, terre de liberté, ça, il faut que nous reprenions. C'est comme ça que nous t'es fait et c'est comme ça que nous supposons retrouver l'identité. Merci. Merci, Monsieur Jean. Allez, au revoir. Au revoir.